c'est que je vous avais demandé de faire donc, les exercices, ce que je m'en souvienne, 11, non, pardon, 14 et un exercice difficile, le 8, alors que je me suis aperçu que j'avais complètement oublié de corriger le 3. Or, on a besoin du 3 pour faire les deux exercices que je vous avais demandé. Alors, le 3, c'est un résultat que vous avez vu l'an dernier, mais il était bon de le rappeler quand même, donc je vais corriger le 3. Je ne sais plus, il me semble que je vous avais demandé de le faire à un moment donné. Je ne sais plus très bien. J'avoue que j'ai un trou. Je ne sais plus si au début de cette feuille d'exercice, je vous avais demandé de faire le 3 ou pas. En tout cas, je crois que je ne l'ai pas corrigé. Hein, vous pouvez confirmer, je ne l'ai pas corrigé. Donc, je commence par corriger le 3 pour revoir un résultat que vous avez vu l'an dernier. Et ensuite, on corrigera l'exercice 14 et le problème 8. Voilà. Alors, le 3, on y va. F, c'est une fonction définie continue sur 0 plus l'infini, fermée en 0, positive et décroissante. Un petit dessin. Voilà, F, elle est positive, décroissante. On note Sn, somme de k égale 1 à n df de k. Voilà. Premièrement, il faut montrer que la suite Sn moins l'intégrale entre 1 et n de f de x dx, il faut montrer donc que cette suite a une limite, grand L. Alors je vais l'appeler un. Donc il faut montrer que un admet une limite. Alors, je vais d'abord me poser la question, est-ce que un, c'est une suite qui est croissante ou décroissante? Alors, je vais calculer un plus 1 moins un. Ça fait donc Sn plus 1 moins l'intégrale entre 1 et n plus 1 de f de x dx moins Sn plus l'intégrale entre 1 et n de f de x dx. Sn plus 1 moins Sn, ça fait f de n plus 1 moins l'intégrale entre 1 et n plus 1 moins l'intégrale entre 1 et n, il reste l'intégrale entre n et n plus 1 de f de x dx. Alors, un petit dessin, vous voyez, on a n, on a déjà fait ça en cours, il faut savoir faire ça. N plus 1. Alors, ici, f de n plus 1. Bon, on voit bien sur le dessin que f de n plus 1 moins l'intégrale, c'est négatif. Donc, un est décroissante. Sinon, ça se fait par le calcul, c'est très simple. Voilà, un est décroissante. Alors maintenant, on va montrer que un est minorée. D'accord? Puisqu'elle est décroissante, pour qu'elle converge, on va montrer qu'elle est minorée. Montrons. Que la suite un est minorée. Voilà. Donc, je vais écrire quelques inégalités. On a l'intégrale entre n-1 et n, d'après ce qu'on vient de faire, d'après le dessin qu'on vient de faire. C'est plus petit que f de n-1 et c'est plus grand que f de n. Voilà, j'écris la précédente. F de n-1 inférieur ou égal à l'intégrale entre n-2 et n-1 de f de x dx. C'est plus petit que f de n-2. Et je vais jusqu'à la dernière, f de 2, inférieur ou égal à l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx, inférieur ou égal à f de 1. Voilà. D'accord? Ça, c'est d'après le dessin. J'ajoute, et je considère que l'inégalité qui est à droite. J'ajoute, j'en déduis que on va avoir l'intégrale, je vais un peu plus haut pour avoir de la place.
j'en déduis que l'intégrale entre 1 et n de f de x dx, c'est plus petit que la somme de k égale 1 à n-1 df de k. Donc, l'intégrale, la somme de k égale 1 à n-1 de f de k, moins l'intégrale, j'ai oublié dx, pardon, c'est positif. J'ajoute de chaque côté f de k, f de n, pardon, c'est plus petit que la somme de k égale 1 à n de f de k, moins l'intégrale entre 1 et n. Et ça, c'est un. Voilà, c'est supérieur ou égal à f de n, mais la fonction est positive, donc f de n, c'est positif. Un est bien minoré. Voilà, donc un converge. Voilà, est-ce que c'est clair pour cette première question? Avez-vous des questions à poser? Ce n'est pas difficile cet exercice, c'est des petites manipulations qu'il faut savoir faire, hein. C'est comparer l'aire sous une courbe à l'aire d'un rectangle, ce n'est pas compliqué, sinon on écrit des inégalités avec les intégrales, mais est-ce que tout le monde a bien compris? Moi, j'ai une question pour l'inégalité. Quand on met f de n plus 1 est plus grand que l'intégrale de n-1 à n de f de x dx, quand on veut montrer qu'elle est minorée, c'est qu'on le voit graphiquement. Alors on peut le voir graphiquement ou on peut le montrer, hein, tout simplement. Hein. Oui, ok. Parce que le montrer, c'est très très simple. Là, je l'écris là-haut. Là. Attendez, j'ai fait des bêtises là. Hop. La fonction elle est décroissante, donc f de x, pour x appartenant à l'intervalle n plus 1, eh bien f de x c'est plus grand que f de n plus 1, comme elle est décroissante, et c'est plus petit que f de n. Et donc j'intègre entre n et n plus 1, j'ai donc f de n plus 1, plus petit que l'intégrale entre n et n plus 1, plus petit que f de n. D'accord? Voilà. Donc f de n plus 1 moins l'intégrale, c'est bien négatif. Si vous voulez, hein, f de n plus 1, c'est tout simplement l'aire ici. Voilà, ça c'est f de n plus 1. C'est l'aire du rectangle. Et puis f de n, f de n, c'est l'aire sous la courbe. Bon, f de n plus 1, c'est bien plus petit. Hein. Voilà. Soit on voit graphiquement, soit on fait une petite inégalité, mais de toute façon, ça c'est très simple. D'accord? Oui, ok, merci. Alors, je change de page. Alors, parce que je vais l'écrire ce résultat et je vais aussi, on va voir comment on peut le modifier un tout petit peu. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On a dit qu'on a une fonction f continue, positive, décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, si je reprends l'énoncé, voilà. Alors, j'ai perdu l'énoncé. Voilà. Alors, somme de k égale 1 à n df de k moins l'intégrale entre 1 et n de f de x dx, cette suite-là a une limite. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas une grande différence entre, même si l'intégrale ne converge pas et que la série ne converge pas. La différence des deux tend vers une limite. Voilà. Donc ça, c'est le résultat qu'on vient de montrer. D'accord? Et petite variante, et vous allez très bien la comprendre, la variante. Voilà. On suppose qu'on a une fonction f continue, décroissante à partir d'un certain rang. Voilà, ça veut dire que la fonction, par exemple, elle fait ça, d'accord? Elle est positive et décroissante à partir d'un certain rang. Alors, le résultat reste le même, parce que c'est pas, on l'a toujours dit, ce n'est pas les premiers termes qui vont changer quoi que ce soit. Ça va changer la valeur de la limite, mais ça ne va pas changer le fait qu'il y a une limite.
Parce que ce qui est important, c'est toujours ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Donc, on a le même résultat. Alors, somme de k égale 1 à n de f de k moins l'intégrale entre 1 et n de f de x dx à une limite. D'accord? Donc, continue sur 0 plus l'infini, j'ai oublié de le mettre, par exemple. Et alors, c'est pareil, si elle est continue, non pas qu'à partir de 0, mais qu'elle est continue qu'à partir de 12, le résultat est le même. De toute façon, ça ne change rien, tout ça. Puisque ce qui se passe, c'est à partir d'un certain rang. D'accord? Vous avez bien compris? Le résultat, ce qu'il dit, si je fais un petit dessin, c'est que de toute façon, à partir d'un certain rang, la différence entre l'air sous la courbe et l'air des rectangles, eh bien, si je fais la somme, ça tend vers une limite. C'est tout ce que dit ce résultat. D'accord? Si je fais, voilà, si j'ajoute l'air des rectangles et l'air sous la courbe, la différence des deux tend vers une limite. Si la fonction est positive et décroissante. D'accord? Voilà le résultat. Alors, on va appliquer ça. Question B, je change de page. À la fonction log. D'accord? Donc, la fonction, on considère la fonction f de 0 plus l'infini dans R. Voilà. Alors, elle n'est pas... Là, 0 est exclu. Mais ce n'est pas grave. Elle est, f est... On va se placer à partir de 1, continue, positive. C'est 1 sur x, pardon. C'est 1 sur x. Log, c'est après l'intégrale. Voilà. Elle est continue, positive, décroissante sur 1 plus infini. D'après le résultat précédent, Sn moins l'intégrale entre 1 et n de f de x dx tend vers une limite. Voilà, c'est ce qu'on a montré dans la première question. Or, on va calculer Sn moins l'intégrale entre 1 et n de f de x dx. Ça fait Sn 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n, moins l'intégrale entre 1 et n de 1 sur x dx, c'est égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n, moins log de n. Voilà, et ça tend vers une limite. Voilà le résultat. Et la limite, c'est gamma, la constante, vous l'avez vu l'an dernier, de l'air. C'est à peu près 0,577. Voilà. Ça, c'est un résultat à retenir. La série, vous savez que la série harmonique, elle diverge, que log, ça tend vers l'infini, mais la différence des deux, ça tend vers gamma. Voilà. Ce sont deux infinis qui sont très, 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 très proches. D'accord? Autrement dit, hein, on va retenir que la somme de k égale 1 à n des 1 sur k, c'est équivalent à log de n, hein, puisque la différence, c'est un infiniment petit devant log de n. Et on peut dire aussi que la somme de k égale 1 à n des 1 sur k moins log de n, c'est équivalent à gamma. Alors ça, il faut le retenir. Ces deux résultats-là, il faut les retenir. Est-ce que vous avez des questions? Vous l'avez vu l'an dernier, je pense. Hein. Oui, moi j'ai une question sur la page d'avant. Ah ben, j'y retourne. Hop. Désolée. Oui. Ah bah encore avant, quand on a fait l'addition de toutes les... Oui. Voilà, comment on est passé de l'avant-dernière ligne à la dernière ligne?
Quand on fait 0 plus petit que f de n, plus petit que... Parce que dans ma somme, pour avoir un, il me manquait la somme jusqu'à n. Donc, Oui. c'est le dernier terme, f de n de chaque côté. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est pour ça qu'en rajoutant f de n, je me retrouve avec f de n, et ici, on va jusqu'à n, et non pas n-1. J'ai rajouté f de n de chaque côté de l'inégalité. Ok, merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Donc, ça, on retient les équivalents là. La série harmonique, elle est équivalente à log de n. Donc, vous voyez, ça tend vers l'infini, la série harmonique, mais c'est très, 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 très lent. C'est très lent. C'est aussi lent que log de n. C'est une croissance très, très lente. D'accord? Bien, alors s'il n'y a pas de questions, je vais corriger l'exercice 14. Je change de page. Donc, l'exercice 14, nature et valeur de... Alors, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t moins e de 1 sur t dt. Voilà. On va calculer ça. E, c'est partie entière. Hein? D'accord? Bien. Alors, un petit rappel. Un petit rappel. Quel que soit x appartenant à R, il existe un unique entier tel que x compris entre n et n plus 1. Voilà. Eh bien, n, c'est ce qu'on appelle la partie entière de x. D'accord? En tout cas, on a x moins e de x qui est positif. Donc, la fonction qui a t associe 1 sur t moins e de 1 sur t, eh bien, je l'appelle f. F est positive. Et un nombre moins sa partie entière, c'est toujours inférieur ou égal à 1. D'accord? Ça veut dire que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t moins e de 1 sur t, c'est inférieur à l'intégrale entre 0 et 1 de dt, c'est inférieur à 1. L'intégrale converge de toute façon. D'accord? Alors, je vous avais demandé de représenter graphiquement cette fonction. Vous l'avez peut-être fait. Entre 0 et 1. Donc, la fonction donc, vous avez peut-être vu qu'en 1, elle vaut 0. En 1 demi, elle vaut 0. Et puis, vous connaissez tous l'hyperbole, hein, y égale 1 sur x. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous descendez de la partie entière. Donc là, vous avez un morceau d'hyperbole. Voilà. Un tiers, donc ça, c'est 1 demi. Un tiers. C'est pareil, vous avez le morceau qui est au-dessus, vous le ramenez là. Voilà. Un quart. Le morceau qui est au-dessus encore, vous le ramenez ici, etc. Vous avez des petits morceaux comme ça. Et donc, l'air sous la courbe, il faut calculer ça. C'est ça, l'air sous la courbe. Ensuite, un cinquième. Vous voyez, vous avez des morceaux comme ça d'hyperbole. Si vous les mettez tous bout à bout, un tiers, voilà, etc. D'accord? Voilà l'air sous la courbe. Alors, je ne peux pas aller plus loin parce qu'après, un sixième, un septième, ça devient de plus en plus petit. J'aurai de plus en plus de mal à dessiner. Mais donc, ce qu'il faut calculer, c'est l'air sous la courbe. D'accord? Alors, on y va. T, il appartient à 0,1.
Donc 1 sur t, c'est plus grand que 1. Donc si je reviens aux parties entières, si 1 sur t compris entre n et n plus 1, alors E de 1 sur t, c'est n. D'accord? Or, ça, c'est équivalent, si je passe à l'inverse, à 1 sur n. Pardon, je me suis trompé d'inégalité. Voilà. Ça, c'est équivalent à 1 sur n plus 1, strictement plus petit que t, strictement plus petit que 1 sur n. Plus petit ou égal. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'intégrale entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n de 1 sur t moins e de 1 sur t, eh bien, c'est tout simplement l'intégrale entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n de 1 sur t moins n, et ça, je sais calculer sans problème. Ça, c'est ln de t moins nt entre 1 sur n, pas 1 sur t. Voilà. Entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, c'est donc égal à log de 1 sur n, donc moins log de n, plus log de n plus 1. Ensuite, moins 1 plus n plus 1 sur n, plus n sur n plus 1, égale moins log de n plus log de n plus 1. Alors ça, c'est plus 1 moins 1. Donc moins 1 sur n plus 1. Voilà. Et donc finalement, l'intégrale à calculer, I, l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, c'est la somme de l'intégrale sur les intervalles 1 sur n plus 1 sur n, de n égale 1 à l'infini. Égale somme de n égale 1 à l'infini de moins log de n plus log de n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà. Et maintenant, il faut calculer la somme de cette série. Est-ce que ça, c'est compris d'abord? Est-ce que tout le monde comprend bien? Pas de questions? Alors, je change de page. I, c'est la somme, si je vais pas, voilà, donc moins log de n plus log de n plus 1, moins 1 sur n plus 1. Voilà. Pour calculer ça, je vais calculer une somme partielle. Bon, ça fait somme de n égale 1 à grand N de moins log de n plus log de n plus 1, moins somme de n égale 1 à grand N de 1 sur n plus 1. Vous voyez que la première somme, elle est télescopique.
moins log de 1 plus log de 2, moins log de 2 plus log de 3, moins log de 3 plus log de 4, moins log de 4 plus log de 5, gna, gna, gna. On a déjà fait ça plein de fois. On peut écrire deux sommes, faire un changement d'indice, mais vous voyez que c'est télescopique. Il va rester le dernier terme. Et là, moins somme de n égale 2 à grand N plus 1 de 1 sur n. Log de n plus 1. Alors ça, c'est moins la somme de n égale 1 à grand N plus 1 de 1 sur n. Évidemment, j'ai rajouté un terme. Il faut que je l'enlève. Et il y avait un moins devant. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Et ça, dans l'exercice précédent, c'est équivalent à moins gamma. Donc, I égale 1 moins gamma. Voilà la valeur de l'intégrale. Est-ce que vous avez des questions? Gamma est un résultat que vous pouvez utiliser dans les résultats maintenant, un résultat que vous pouvez utiliser dans les exercices. Hein. Vous savez, donner un résultat en fonction de gamma, c'est donner pareil un résultat en fonction de E, en fonction de pi. Tout ça, ce sont des lettres. Maintenant, elles sont définies, donc vous pouvez les utiliser. C'est tout à fait correct de donner un résultat en fonction de gamma. Et du coup, monsieur, ce gamma, on l'obtient que en faisant cette soustraction? La gamma, c'est la définition. C'est la définition de cette soustraction. C'est la limite de la somme de 1 à n d1 sur k moins log de n. Ok, d'accord. Donc on la retrouve que dans cette situation. C'est la définition de gamma. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Pas de questions? Bien, alors on passe à l'exercice 8. Je change de page. Bon, l'exercice 8, il est difficile. Enfin, il est difficile. La question C est difficile. Question. Donc, on a une fonction f de x, log de x sur x. Nature des séries f de n est moins 1 puissance n f de n. Bon, alors, log de n sur n, c'est plus grand que 1 sur n, et la série des 1 sur n diverge. Donc, la série des f de n diverge. Voilà. Et ça, c'est f de n. Bon, donc ça, c'est très simple. Maintenant, la série alternée. Alors, pour appliquer le CSSA, il faut que f de n sur n soit positive, décroissante, tende vers 0. Bon, f de n sur n, c'est positif. F de n sur n tend vers 0. Est-ce que c'est décroissant? Eh ben, la fonction f de x sur x, je vous laisse l'étudier. On dérive, un petit tableau de variation. En 1, elle vaut 0. En E, la dérivée s'annule. Donc, la voilà. Donc, elle est décroissante à partir de 3. Donc, elle est bien f de n sur n décroissante. Monsieur, oui, Pardon, voilà. j'écris ça tout de suite et je réponds. À partir de n égale 3. Oui, j'écoute. Pourquoi c'est f de n sur n? C'est pas juste f de n? Ah, pardon, c'est f de n, excusez-moi. Pourquoi j'écris ça? C'est log. Oui, pardon.
Voilà, d'accord? Donc, CSSA, la série converge. Alors, c'est le but de l'exercice, c'est de calculer, on va calculer la somme de n égale 2 à l'infini, ou de 1, puisqu'en 1, ça fait 0, peu importe. On va calculer cette somme. Voilà, ça c'est le but des questions B et C. Bon, vous avez des questions jusque-là? Alors, on continue. Question B. Alors, on a vu la fonction f est décroissante à partir de E. Donc, d'après l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, la somme, par exemple, de k égale 3 à n de f de k moins l'intégrale entre 3 et n de f de x dx converge. Ça admet une limite. Alors, oui, il y a une petite erreur dans l'énoncé, c'est k égale 1 et l'intégrale entre 1 et n. Pardon, c'est pas de n moins 1, j'ai oublié, il faut le rectifier. Voilà. Bien. Donc, cette suite-là, elle converge. On est d'accord? Donc, si je lui rajoute des termes, elle va converger aussi. C'est pas, elle va converger vers une autre limite. Mais si je lui rajoute somme de k égale 3 à n des f de k plus f de 1 plus f de 2, moins l'intégrale entre 3 et n de f de x dx, moins l'intégrale entre 1 et 3 de f de x dx, ben cette suite-là, elle converge aussi. Or, ça, c'est égal à la somme de k égale 1 à n de f de k, moins l'intégrale entre 1 et n de f de x dx. Voilà. Donc, on a bien cette suite qui converge. D'accord? Vous pouvez expliquer, monsieur, Comment? Oui. vous pouvez expliquer comment vous passez de la seconde ligne à la troisième ligne, là, s'il vous plaît? Bah, je vais l'écrire plus simplement. Quand on a une suite qui converge UN, d'accord? UN plus 4, est-ce qu'elle converge? Bah oui, du coup. Oui. Et puis si je fais UN plus 4 moins 12, ça converge aussi. Si celle-ci elle converge vers elle, ben celle-ci elle converge vers N plus 4. Oui, ok. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ce nombre-là. Ok, d'accord. Ok. Cette suite-là. Là, j'ai UN. Et j'ai dit que UN plus ce nombre-là que j'ai rajouté en rouge va converge. D'accord? Ah oui, ok, merci. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'exercice, dans le premier exercice, c'est qu'on peut considérer que la fonction elle est décroissante à partir d'un certain rang. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Elle n'est pas décroissante tout le temps, elle est décroissante à partir de 3, mais ça ne change pas la nature de la convergence de les sommes partielles moins l'intégrale. Parce que la convergence, c'est toujours ce qui se passe à partir d'un certain rang. D'accord? Bien, alors maintenant, on va passer au calcul à proprement parler, c'est-à-dire la question C. Voilà, ça c'est une question délicate. Voilà. Donc, on cherche à calculer, mince. Je rappelle, on veut calculer somme de k égale 1 de somme, je vais prendre n, à l'infini de moins 1 puissance n f de n. Voilà, le but c'est ça. On sait que ça converge, donc je l'appelle S.
S et avec f de x égale log de x sur x. D'accord? Donc, on nous demande de s'intéresser aux sommes. Alors, je l'écris la somme qui est demandée. De somme de k égale 1 à n de f de 2k moins somme de k égale 1 à 2n df de k. Alors ça, cette somme-là, je vais la calculer de deux façons différentes. Je vais l'exprimer de deux façons différentes. Une en fonction de S, et l'autre, je vais la calculer, sa somme. Donc comme ça, j'aurai S. D'accord? Première façon. Là, on a... Alors, ce que je vais faire, je le fais formellement. Mais vous, si vous le faites au brouillon en écrivant les différents termes, vous allez voir ce qui se passe. On voit bien que plein de choses s'annulent. Si vous écrivez les premiers termes, c'est peut-être ce que vous avez fait. C'est peut-être plus simple. Mais là, moi, je vais l'écrire formellement. Ça fait 2 fois somme de k égale 1 à n df de 2k, moins... Alors ici, dans la deuxième somme, je vais distinguer les pairs et les impairs. Si je distingue les pairs, je fais de 1 à n f de 2k. Et si j'écris les impairs, somme de k égale 0 à n moins 1 de f de 2k plus 1. Voilà. C'est bon ça? C'est bon pour tout le monde ou pas, ce que j'ai écrit? Égal. Alors vous voyez que j'ai 2 fois la somme des f de 2k de 1 à n moins la somme des f de 2k de 1 à n. Il n'en reste plus qu'une fois. Ça fait donc la somme de k égale 1 à n df de 2k moins la somme de k égale 0 à n moins 1 des f de 2k plus 1. Alors vous voyez qu'on a moins f de 1, plus f de 2, moins f de 3, plus f de 4, moins f de 5, plus f de 6, etc. On a la série alternée. On a la somme de k égale 1 à 2n de moins 1 puissance k f de k. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien ça? C'est bon pour tout le monde, ça? C'est pas facile, hein, cette question-là est compliquée. Mais d'abord, est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que ça tend vers S, tout simplement. Cette somme-là, premier résultat, sa limite, c'est S. D'accord? Maintenant, la somme, je vais la calculer d'une autre façon. Est-ce que je peux changer de page? Parce que je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Alors, l'autre façon, donc on y va. Et donc 2 fois somme de k égale 1 à n des f de 2k, je reprends l'énoncé, moins somme de k égale 1 à 2n de f de k. Alors, ça fait ça. 2 fois somme de k égale 1 à n de log de 2k sur 2k moins somme de k égale 1 à 2n de log de k sur k. La première somme, vous voyez qu'on peut simplifier par 2. Il va rester somme de k égale 1 à n, log de 2 plus log de k sur k moins somme de k égale 1 à 2n
de log de k sur k. Égale. J'ai d'abord une première somme. Somme alors, de k égale 1 à n. Je vais sortir log de 2. Alors, pardon, je prends ma gomme. Donc, je sors log de 2. Somme des 1 sur k. Plus somme de k égale 1 à n de log de k sur k. Moins somme de k égale 1 à 2n de log de k sur k. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Or, qu'est-ce qu'on a montré à la question précédente? On a montré que la somme de k égale 1 à n, à grand, je vais prendre n'importe quelle valeur, à grand n de log de k sur k moins l'intégrale entre 1 et grand n de log de x sur x dx, on a dit que ça tendait vers une limite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la somme de k égale 1 à grand n de log de k sur k, c'est équivalent à l'intégrale plus L. D'accord? C'est bon ça? C'est ce qu'on a fait à la question précédente. Donc ici, ça, c'est équivalent à quoi, ce qu'on a écrit? C'est équivalent à log de 2, somme de k égale 1 à n. Ben ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est log de n plus gamma. Plus cette somme-là, elle est équivalente à l'intégrale entre 1 et n de log de x sur x dx plus L. Et puis l'autre, elle est égale à moins l'intégrale entre 1 et 2n de log de x sur x dx moins L. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de connaître L, ça s'annule. Autrement dit, c'est égal à log de 2, facteur de log de n plus gamma, moins l'intégrale entre n et 2n de log de x sur x dx. Donc finalement, voilà, la seule chose qu'on a à calculer, c'est cette intégrale. D'abord, est-ce que ce passage qui est compliqué, est-ce qu'il est compris? Bien, alors, or, on va calculer l'intégrale. Alors, je vais à la page suivante pour calculer l'intégrale, d'accord? Je change de page. L'intégrale entre n et 2n de log de x sur x dx. Alors, une primitive de log de x sur x, c'est log de x au carré sur 2 entre n et 2n. Donc ça, c'est log de 2n au carré sur 2 moins log de n au carré sur 2. Donc ça fait log de 2 plus log de n au carré sur 2 moins log de n au carré sur 2. Vous voyez qu'il va rester log de 2 au carré sur 2 plus le double produit de log de 2 log de n sur 2 plus log de 2 log de n. Et ensuite, le log de n au carré sur 2 moins log de n au carré sur 2 s'annule. D'accord? Donc, je reprends la page précédente. On a calculé cette intégrale. La somme, elle est équivalente à log de 2 facteur de log de n plus gamma moins log de 2 au carré sur 2 moins log de 2 log de n. Vous voyez que log de 2 log de n, ça s'annule. Ça veut dire que S égale gamma log de 2 moins log de 2 au carré sur 2.
Voilà. Voilà la valeur de cette série. Voilà, exercice compliqué, exercice difficile pour terminer ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas corrigé, que vous auriez voulu corriger? Ou on peut passer à la suite? Bien, alors on passe à la suite, c'est-à-dire que là, je vous ai envoyé le TD sur les dénombrements, l'analyse combinatoire. Je n'ai pas tout à fait fini le chapitre, il me reste 2 applications à voir, enfin, oui, 2 applications. Les chemins, j'ai différentes choses à faire sur les chemins, et puis les surjections, mais on ne va pas en avoir besoin là pour démarrer. Donc, exercice de dénombrement. On commence par l'exercice 1. Dans ce premier exercice, on veut distribuer 7 prospectus dans 10 boîtes aux lettres nominatives. De combien de façons peut-on le faire si on met au plus un prospectus par boîte et les prospectus sont identiques, on met au plus un prospectus par boîte et les prospectus sont tous différents, on met
un nombre quelconque de prospectus par boîte, et les prospectus sont tous différents. Et on met un nombre quelconque de prospectus par boîte, et les prospectus sont identiques. Si vous avez compris ça, c'est bien. La différence entre ces quatre choses-là. Évidemment, ce n'est pas le résultat numérique 12 347 qui nous intéresse. C'est est-ce que c'est une combinaison, un arrangement factoriel, une bijection, un nombre de solutions. Enfin, voilà, c'est surtout ça qui nous intéresse. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit vous qui me donniez les réponses et voir si vous avez tous les mêmes réponses. Il y a quelqu'un qui ne m'entend pas? Vous ne m'entendez pas? Si, on vous entend. Ah, ok, d'accord. Il y a Corentin qui disait il n'y a pas de son. Si, il y a du son, hein, je pense. Ouais.
Si quelqu'un veut me proposer une réponse à une des 4 questions, oralement, on y va. Puis si quelqu'un a autre chose à dire, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que le A, ça serait 3 parmi 10 et du coup, ça donnerait 120? Alors, le résultat, peu importe. Hein, donc, voilà une réponse proposée, 3 parmi 10. Hein, Ou 7 parmi 10, bah, c'est pareil. comment? Je n'ai pas entendu. Ou 7 parmi 10, ça donne le même résultat. Mais... Oui, bien sûr. Bon. Donc, soit vous pensez que c'est bon, si quelqu'un n'est pas d'accord, il propose autre chose, hein, et on avance comme ça. Hein, et quand vous êtes tous d'accord avec les 4 réponses, bah, c'est bien. Enfin, je dis c'est bien. Vous pouvez être tous d'accord avec des trucs faux, mais ça m'étonnerait. Si vous avez d'autres réponses à proposer, il ne faut pas hésiter. Hein. Moi, pour la B, Oui. j'aurais mis factoriel 10 sur 3. Comme ça. Moi, j'aurais pas mis ça. Moi, j'aurais mis 16 parmi 7.
7 parmi 16, pardon. Et pour en revenir à ce résultat, j'ai considéré qu'il y avait 10 boîtes aux lettres et que donc j'ai mis x1 plus x2 plus x3 plus x4, tout ça jusqu'à x10 est égal à 7. Et ensuite, j'ai dit que ça pouvait aussi être éventuellement égal à 0. Donc du coup, c'était égal à n plus p-1 parmi n. Enfin, n parmi n plus p-1. Alors, si vous avez Voilà tout comment j'y suis allé. entendu, vous avez entendu deux réponses. Alors, juste pour la première réponse, je ne sais pas qui me l'a donné, mais pourquoi il n'y a pas de factoriel au dénominateur? Je ne comprends pas, le 3 est sans factoriel. Ah oui, ben, moi j'ai fait le nombre d'injections d'un ensemble à p éléments vers un ensemble à n éléments. Ah oui, alors c'est pas ça, c'est factoriel 10 sur factoriel 3. Ah oui, d'accord, ok. Moi j'ai mal recopié. Autrement dit, on a vu ça autrement, il y a un coefficient pour ça. Non? Si j'ai bien compris, c'est à 17, c'est ça? Oui. Factoriel 10 sur factoriel 10 moins 7. Bien, bah alors maintenant, il y a une discussion. Là, qu'est-ce que vous pensez? Allez, des arguments. Et puis, est-ce qu'il y en a qui pensent plutôt pour la première réponse ou pour la deuxième? C'est un nombre d'injections ou c'est plutôt un nombre de solutions à une équation? Bah, personnellement, je trouvais que ça ressemblait un peu à ce que vous nous aviez dit avec les boules et les urnes. Et donc du coup, voilà pourquoi est-ce que j'ai pris la deuxième. D'accord. Moi, je n'ai pas réfléchi de la même manière, j'ai réfléchi comme Axel a pu réfléchir, c'est-à-dire j'ai pensé, enfin, comme l'exemple de l'anagramme que vous nous aviez donné, c'est-à-dire qu'on a un Non. mot à 10 lettres et il y en a 3 qui doivent être identiques. Donc on se retrouve avec du coup 10 factoriels sur 3 factoriels fois 1 factoriel fois 1 factoriel fois 1 factoriel, etc. Mais du coup, ça nous fait juste 10 factoriels sur 3 factoriels. Enfin, c'est comme ça que j'avais réfléchi. Comme si je faisais un anagramme du nombre de boîtes aux lettres, avec des Mais c'est quoi prospectus différents à l'intérieur. je ne comprends pas un anagramme du nombre de boîtes aux lettres. L'anagramme, c'est Oui, c'est-à-dire que j'ai remplacé chaque boîte aux lettres par une lettre, puisque chaque boîte aux lettres doit avoir quelque chose de différent, un prospectus différent à l'intérieur. Sauf que on sait qu'il y a 3 boîtes aux lettres qui seront vides, donc elles auront quelque chose d'identique à l'intérieur, c'est-à-dire rien. Donc elles auront toutes la même lettre. finalement, c'est la Et même après, chose que le nombre d'injections. je suppose. Donc là, la question qui se pose maintenant, c'est plutôt, il faut vous départager. Là, on est plutôt dans une injection, plutôt un nombre de solutions à une équation. Les deux résultats sont différents, hein. Là, moi, j'aimerais que vous tranchiez. Donc, en tout cas, on a bien au plus un prospectus par boîte, et les prospectus sont tous différents. Parce que, est-ce que la deuxième solution, elle inclut pas le fait que chaque boîte aux lettres ait au plus un prospectus? Bah justement, moi, vu que c'est un prospectus par boîte, je pense que c'est pour ça que la technique que j'ai proposée ne marche pas du coup. Enfin, c'est pas la bonne technique. Parce Parce que que, le parce que nombre là, de... dans ce cas. Oui, Ah, pardon. pardon. Pardon, non, non, allez-y, continuez, pardon. Ouais, parce que du coup, dans ce cas-là, il faudrait que x1, x2, x3, x4, tout ça, ce soit égal à 1. Sauf que là, ça peut être égal à autre chose que 1. Oui, exactement. Donc, de toute façon, ça, c'est pas bon. La question petit b, hein, au plus un prospectus par boîte, et les prospectus sont tous différents. Autrement dit, on a les prospectus P1, P2, P3, P7, et on doit les mettre dans des boîtes B1, B2, B3, B10. Autrement dit, le premier, on va le mettre là. Et puis, on a au plus un prospectus. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir P2 dans B3. Ça veut dire que P2 va aller ailleurs. Ça veut dire qu'on a bien une injection. Deux éléments ne peuvent pas avoir la même image, puisqu'on ne peut pas mettre deux prospectus par boîte.
Donc là, on a le nombre d'injections d'un ensemble à 7 éléments vers un ensemble à 10 éléments. Donc c'est bien à 17. Ça, c'est correct. Est-ce que tout le monde comprend? Alors, ensuite, C et D. Bah, du coup, pour le C, est-ce qu'on pourrait mettre ici 7 parmi 16? Un nombre quelconque de prospectus par boîte et les prospectus sont tous différents. Donc, alors attendez, je vais prendre ma gomme pour juste pour que ce soit plus clair tout ça. Donc, à nouveau, la proposition 7 parmi 16. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? En fait, moi, je crois que j'ai du mal à comprendre en quoi le fait que les prospectus soient identiques ou différents, ça change quelque chose. Bah, Si on part de P1, P2, tout ça, c'est ça? oui, c'est ça. Si dans la Ok. boîte de Pierre et de Paul, les prospectus sont tous identiques, bah, j'en mets un dans chaque boîte, c'est la même chose. Alors que s'il y a un prospectus, si les prospectus sont différents, si j'en mets un des deux dans Pierre et puis l'autre dans Paul, ou réciproquement, c'est pas la même chose. Ouais, ok, d'accord. Oui, il y a plusieurs possibilités du coup. Ok. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec 7 parmi 16 pour la question C? Je vois beaucoup de oui. Enfin, non, je vois 3 oui. 3 oui. Ah, c'est peut-être pas la réponse à ça d'ailleurs. Je sais pas. Bien, est-ce que vous êtes tous d'accord avec 7 parmi 16? Ou est-ce que vous avez autre chose à proposer? Qui n'est pas d'accord? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec 7 parmi 16? Moi, je crois que je suis pas d'accord, mais j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi. Je me demande si, vu qu'ils sont tous différents, il faut pas que x1 soit différent de x2 soit différent. Non, ça, je dis peut-être des bêtises. Alors, non, non, mais il n'y a pas de bêtises. C'est quoi X? C'est quoi X1? C'est quoi X2? X1, X2, c'est les boîtes aux lettres. Donc, en fait, ça marche pas trop. Jusqu'à X10, c'est égal à 7. Donc, effectivement, je pense qu'on est dans quelque chose où il y a une équation. Mais en fait, c'est le fait qu'ils soient tous différents, moi, qui me pose problème.
Bah, tous différents, c'est le dessin qui est encore au tableau, hein. Ouais, Vous avez les prospectus, c'est bien P1, P2, P3, P7. Et puis les boîtes B1, B2, B3, B10. Mm. Louise, pour C, je dirais 10 puissance 7. Ah, voilà, 10 puissance 7. Une autre réponse. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Laquelle des... moi, je crois que je suis pas d'accord. Avec quoi? Pour le 10 puissance 7. Parce que... Bah, souvent, les choses comme ça, genre 10 puissance quelque chose, moi je me représente un peu comme un digicode. C'est-à-dire où il faut trouver le code en une fois, par exemple. On a un nombre de chances de trouver le code en une fois, qui est de 1 sur 10 puissance 7, là. Mais du Ouais. coup, ça marcherait pas, puisque là, ça veut dire que le digicode, on peut appuyer plusieurs fois sur le même bouton. Donc ça veut dire on peut mettre plusieurs fois le même prospectus. Et là, ils sont tous différents. Ah oui, mais attention, dans le digicode, il y a la position des chiffres qui importe. Donc c'est la même chose en fait. Il y a le premier chiffre, le deuxième chiffre, le troisième chiffre, le cinquième chiffre, le dixième chiffre, si c'est un code à 10 chiffres. Oui, Et donc, c'est exactement la même chose, justement, parce que l'ordre, dans le digicode, l'ordre compte. ok. C'est exactement la même chose. Ici, si je reprends mon dessin, un nombre quelconque de prospectus par boîte, les prospectus sont tous différents. Le 1, on peut le mettre dans la boîte 3. Le 2, on peut le mettre dans la boîte 3. Le 3, on peut le mettre dans la boîte 3, etc. Le 7, on peut le mettre dans la boîte 10. C'est tout simplement le nombre d'applications d'un ensemble à 7 éléments vers un ensemble à 10 éléments. Donc 10 puissance 7. Ok. Application. Le 1, je le mets où je veux. Le 2, je le mets où je veux. Mais ils sont tous différents. Donc je distingue bien P1 et P2. Le digicode, c'est pareil. Hein. Il y a un ordre dans le digicode. Hein. S'il y a des cases, la case 1, la case 2, ben, si je mets 7 là et 3 ici, ce n'est pas pareil que de mettre 3 et 7. Il y a bien la case 1, la case 2, la case 3. D'accord? Donc, dans la question C, c'est bien 10 puissance 7. C'est le nombre d'applications d'un ensemble à 7 éléments vers un ensemble à 10 éléments. Alors, maintenant, il reste D. Alors, est-ce qu'il y a des propositions pour D? Du coup, moi, je dirais 16 parmi 7. Pardon? Je redirais 16 parmi 7. Enfin, 7 parmi 16, pardon. 7 parmi 16. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors là, vous voyez, j'ai ma boîte B1, j'ai ma boîte B2, j'ai ma boîte B10, et puis je peux mettre autant de prospectus que je veux. Ils sont tous identiques. Donc là, je vais en mettre X1, là, je vais en mettre X2, là, je vais en mettre X10, et on a X1 plus X2 plus X10 égale 7 prospectus à mettre, et je peux en mettre évidemment 0. Nombre de solutions en entier naturel éventuellement nul de l'équation x1 plus
P égale N. Voilà, on a bien 7 parmi N plus P moins 1. Voilà. Est-ce que vous comprenez très bien les différences entre ces choses-là? Parce que déjà, on va dénombrer, donc c'est important, hein, on va dénombrer dans ce chapitre. Le chapitre suivant va faire des probabilités, et pour faire des probabilités, de toute façon, il faut beaucoup dénombrer. Ce n'est pas la seule façon d'en faire, hein, il y a aussi les probabilités conditionnelles, mais voilà, bien souvent, il y a des exercices de dénombrement, donc savoir compter, tout ça, c'est important. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Mais du coup, l'importance de l'ordre dans lequel on fait les choses, donc de l'ordre dans lequel, par exemple, on met le premier prospectus, tout ça, ça reflète quoi comme principe? Alors, je sais pas trop comment dire. L'ordre, on en a parlé avec Le digicode? le digicode, Enfin, par même si exemple. c'est pas On ça. a parlé tout à l'heure avec les arrangements, les suites. Ok. Donc ça, Les l'ordre. Si les prospectus sont tous différents, mettre le prospectus 1 dans la boîte B1, ce n'est pas la même chose que mettre le prospectus 1 dans la boîte B2. Ouais. Ok. D'accord? Hein, si je représente... Il faut toujours faire des dessins. C'est intéressant de faire des dessins. Si vous représentez les boîtes comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Et les prospectus, vous les numérotez de 1 à 7, ben, je mets le 1 ici, le 2 là, le 3e là, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e. Ce n'est pas la même chose que de mettre le 2 là et le 7e là. Ok, à part s'ils sont tous identiques. Ou là, Voilà. l'ordre n'a pas Dans le d'importance. cas où les prospectus sont différents, c'est-à-dire que j'étais dans le cas B. Ok, d'accord. Super, merci. Et pour la question A, Oui. est-ce que c'est A10-3 enfin, A Non, puissance la 3. question A, c'est pas A, je n'ai pas écrit de A, c'est 3 par midi, c'est une combinaison. Et comment on a trouvé ça? Alors, comment on a trouvé ça? Bah, je vais prendre ma gomme. Attendez. Un petit dessin. Au plus un prospectus par boîte, et les prospectus sont identiques. Voilà, voilà mes boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà mes boîtes. Au plus un prospectus par boîte. Et les prospectus sont les mêmes. Ben, je vais en mettre un là, je vais en mettre un là, je vais en mettre un là, je vais en mettre un là. 4, 5, 6, et puis un là. Autrement dit, il faut choisir 7 boîtes parmi 10. Il y a combien de façons de choisir 7 boîtes parmi 10? Quand je me pose bien la question, la réponse est dedans, 7 parmi 10. Donc, si je me pose la bonne question, il y a combien de façons de choisir les 7 boîtes parmi les 10 dans lesquelles je mettrai un prospectus? J'ai répondu à ma question, 7 parmi 10. D'accord? D'accord, du coup, c'était pas 3 parmi 10. Et si, c'est pareil, parce que choisir les... Puis si, parce que K parmi N, c'est pareil que N moins K parmi N, parce que choisir les 7 où on va en mettre, c'est pareil que choisir les 3 où on ne va pas en mettre. Ok, merci. Voilà, bah écoutez, bon appétit, à demain. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.